Donc, parti sur la partie Data Warehouse. Donc, aujourd'hui, la plupart des entrepôts de données relationnels, c'est au centre de la plupart des décisions aujourd'hui. Les détails peuvent varier sur l'implantation des entrepôts de données, mais un modèle commun basé sur un schéma multidimensionnel et surtout dénormalisé, c'est aujourd'hui un standard dans l'entrepôt de données. Donc l'entrepôt de données de Microsoft, Data Warehouse, c'est une version moderne de l'entrepôt de données traditionnel que vous devez connaître évidemment. Ça organise les données de plusieurs services, systèmes, bases de données dans une vue unifiée. Pour faire quoi? L'analyse, création de rapports avec Power BI principalement. Donc on a donc le Data Warehouse fournit une sémantique SQL. Ça permet d'insérer, mettre à jour, supprimer les données dans les tables. Et le Data Warehouse de Fabric est unique car il repose sur le Lakehouse qui est stocké au format Delta et peut être interrogé en SQL. Donc l'expérience de Data Warehouse est conçue pour relier. Donc Fabric permet à vous, analystes et data scientifiques, de work together pour interroger l'entrepôt optimisé pour un besoin spécifique. Alors, partons sur la différence, pardon, qui est entre, excusez-moi, la différence entre Lakehouse et Data, Lakehouse et Warehouse. Alors on a des différences évidemment importantes entre les deux. Donc on va essayer de voir, de comprendre bien la différence qu'il y a, vu que vous avez vu un petit peu comment fonctionne la partie, enfin Lakehouse assez rapidement. Alors déjà, là, en entrepôt, vous avez ce qu'on appelle les données sont structurées. Donc c'est optimisé pour les données relationnelles avec des schémas prédéfinis. On a des transactions multitables, ce qu'on appelle multi-table transactions. Je vous ai mis ça en anglais, c'est important de connaître les termes en anglais, surtout pour l'assertif, mais moi je traduis évidemment. Donc l'entrepôt de données, ça prend en charge les transactions acides sur plusieurs tables. Ensuite, on a de la haute performance, ça c'est important. C'est pour ça que vous allez sur du Fabric, hein, évidemment. L'entrepôt de données peut gérer des requêtes très complexes sur sur des énormes volumes. Et on a une sécurité qui est importante, explicit security, comme vous voyez à l'écran, puisqu'on peut le faire au niveau de l'objet. C'est vachement important. On peut faire au niveau de la table, des vues, des fonctions, des positions stockées, au niveau de la colonne, au niveau de la ligne. On fait ce qu'on appelle du DDL et du DML. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? DDL et DML. C'est Dynamic Data Masking. Donc je peux faire en sorte que tu ne vois pas certaines données parce que tu n'es pas dans le bon groupe Entra. Et les développeurs peuvent utiliser Python, donc évidemment tout ce qui est voilà. Ensuite, on change complètement. On va parler maintenant de la partie Lakehouse. Compétences variées déjà. Donc on a des développeurs qui peuvent utiliser PySpark, TSQL, Notebook. Donc vous voyez, ça peut rien avoir. Des données semi-structurées ou non structurées. Lakehouse peut gérer différents formats de données avec le schéma en lecture. Vous avez évolutif et rentable, puisque Lakehouse peut augmenter et réduire ses capacités selon les besoins et vous ne payez que ce qui est utilisé. Le format Delta, tout ça vous l'avez déjà vu, mais je répète. Lakehouse peut exploiter les fonctionnalités de Delta Lake, telles que la gestion des versions, Travel in Time, okay, et la sécurité TSQL niveau ligne, niveau table, lors de l'utilisation de Transact SQL. Okay. Voilà, bon, c'est peut-être pas très très parlant pour tout le monde, mais je pense que c'est important de comprendre où on en est par rapport au cours. Donc le petit schéma que vous voyez en haut à droite, c'est l'icône traditionnelle
de tout ce qui est data warehouse et vous avez un lab à faire après. Sur la partie warehouse, puisqu'on a terminé la partie lakehouse, on en verra encore, mais on va passer pas mal de temps sur la partie évidemment data warehouse. Donc on a l'explication ici. Ok, donc Center in Single Data Lake, powered by Synapse Analytics, powered by Synapse Analytics, full support of Transact SQL et Parquet File Format. Ok, donc le One Lake Architecture qui host les lakehouse et les warehouse, c'est unifié, c'est un storage location. Alors, on peut mettre différents items, ça on l'a vu tout à l'heure, vous savez, quand vous créez le workspace, évidemment. Hein, c'est ce que nous avons vu ensemble. Donc le processus de l'entrepôt de données, donc la warehouse, c'est généralement, qu'est-ce qu'on fait? On va ingérer les données, c'est-à-dire qu'on va lui donner, on va déplacer les données des systèmes sources vers l'entrepôt de données, on stocke les données dans un format optimisé pour l'analytique, on traite les données, on utilise des outils analytiques et surtout on analyse et on fait la remise des données, c'est-à-dire on analyse les données pour obtenir des insights. Microsoft Graphics, ça permet aux data, aux ingénieurs et surtout à analystes, data analystes tels que le cours PL300 par exemple, de stocker, transformer et de visualiser, puisqu'à la fin, le but c'est d'utiliser Power BI pour faire un report. L'entrepôt de données que vous voyez, c'est un entrepôt relationnel, ok, la warehouse, qui prend en charge toutes les fonctionnalités Transact SQL que vous attendez d'un entrepôt. C'est complètement managé, c'est haut dispo, c'est utilisé pour stocker et interroger des données dans le lakehouse et l'entrepôt de données vous permet de contrôler la création des tables, transformation, interrogation des données, soit à travers le portail, soit à travers les commandes TSQL. Et vous pouvez également l'utiliser pour interroger, analyser les données, soit Spark pour traiter des données ou créer tout ce qui est machine learning. Donc les entrepôts de données, ça facilite la collaboration entre les data engineers et data analysts, puisqu'ils partagent la même expérience. Donc, pour concevoir un entrepôt de données, on a ce qu'on appelle les fact tables, dimension tables. Est-ce que ça, vous connaissez tous les deux bien le principe? Bon, ok, on va quand même revoir des choses, qui est peut-être des choses intéressantes à voir. Donc, comment on concevoir? Donc, comme toutes les bases de données relationnelles, bon, bah là, on a des tables, on stocke les données, blablabla. Ces tables sont organisées dans un schéma optimisé. Ça, vous connaissez, avec les liens entre les tables, foreign key, primary key. Les données numériques liées aux événements, par exemple des commandes du client, sont regroupées dans date, client, magasin. Par exemple, vous pouvez analyser le montant total payé pour des commandes passées à une date dans un magasin particulier. Alors, on voit déjà comment on peut créer les items. Vous allez ici, vous connaissez le principe, on l'a déjà fait 10 fois, et vous mettez warehouse ici. Okay. Donc, les tables, c'est organisé pour évidemment bah voilà, pouvoir faire votre graphique si vous faites du Power BI. Je vous rappelle l'information Power BI de 3 jours. Hein. On indique les structures et on a les fact tables. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fact table? Qui peut m'expliquer, qui peut me donner une définition d'une fact table? Parfait, parfait. Et les tables de dimension? C'est excellent. Donc les fact tables, tu l'as dit, c'est vraiment des données numériques. Les fact tables, ça comprend un grand nombre de lignes et ça constitue la source principale qu'on va utiliser pour l'analyse. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben voilà, table de fait, ça contient le montant total payé par des commandes passées, une date spécifique, un magasin particulier, voilà. Hein. Alors que les dimension tables, ça contient des informations mais descriptives. Tu l'as très bien dit sur les données contenues dans les tables. Les tables de dimension comprennent généralement un petit nombre de lignes et fournissent le contexte. Okay, par exemple, une table de dimension, ça peut contenir des informations sur des clients qui ont passé des commandes.
En plus des colonnes d'attributs, on a les unit keys, ok? Bon, tout ça vous connaissez, je ne vais pas rester très longtemps dessus, hein, mais bon, c'est bien de le revoir, hein. On a la clé, donc unique key, indicateur unique pour chaque ligne de commande, une valeur entière générée automatiquement par le système, quand une nouvelle ligne, et la clé secondaire, souvent une clé naturelle du métier qui identifie une instance spécifique d'identité dans le système source, comme un produit ou un ID client. La clé de substitution et clé secondaire ont des finalités différentes. Donc vous avez besoin des deux. Les clés de substitution, c'est spécifique à l'entrepôt de données, contribue au maintien de la cohérence, et aux clés alternatives, c'est évidemment spécifique au système source. Ça contient le maintien de tout ce qui est traçabilité entre l'entrepôt et le système source. On a des types spéciaux aussi. On a les attends, je crois que c'est après ça. Voilà, on le voit après, ici. On a les time dimension. Qu'est-ce que c'est les time dimension? Vous pouvez me dire? Comment? Tu disais quoi? Voilà, voilà, voilà. Ça fournit des informations sur la période au cours de laquelle un événement s'est produit. Par exemple, ça permet d'agréger des données, genre année, trimestre, mois et jour, pour indiquer quand une commande a été passée. Et vous avez les dimensions à variation lente. C'est des dimensions qui ont suivi des modifications supportées aux attributs de dimension, comme l'adresse d'un client, le prix d'un produit. C'est une place importante dans l'entrepôt de données. Elle permet aux utilisateurs d'analyser, de compléter les modifications apportées aux données dans le temps. Alors, comment ça fonctionne? On a donc ici, je vais revenir ici, hop, hop, hop. On a donc ici le normalisé, donc on a le processus métier. Le schéma en étoile, c'est classique, vous voyez l'exemple. Donc vous pouvez utiliser les attributs d'un élément pour grouper les nombres dans la table fact à différents niveaux. Je vous dis pas ce que c'est qu'un schéma en étoile, ça vous le savez. Vous avez aussi le schéma en flocon. Qui peut me dire dans quel cas on l'utilise et c'est quoi, s'il vous plaît? Hum, 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 hum. Alors, s'il existe des niveaux ou certaines informations qui sont partagées, alors, on préfère le faire en flocon. Voilà l'exemple que vous voyez. Vous avez, hop là, euh, vous avez ici une table euh, qui s'appelle dim product. Euh, vous voyez la table dim product, elle a été fractionnée, c'est-à-dire normalisée pour créer des tables de dimensions distinctes pour les catégories de produits et fournisseurs. Vous avez vu que chaque ligne de la table dim product contient des valeurs de clés pour les lignes correspondant dans les tables dim catégorie et dim supplier. Et vous avez une table dim géographie ici qui contient des informations sur l'emplacement des clients et les magasins et les magasins qui a été ajouté. Et chaque ligne des tables dim customer, si vous regardez bien, euh, euh, donc chaque ligne pardon, des tables dim customer, je pense à autre chose, et dim store, donc customer et store évidemment. Ça contient une valeur de clé pour la ligne correspondante dans la ligne dim géographie. Bon, c'est assez spécial à comprendre, mais voilà. Si vous connaissez, voilà, je pense que vous connaissez tout ça, donc ok.
Alors, comme je vous l'ai dit, euh, on, on va, on peut créer des tables directement à travers la partie SQL. On verra tout ça. Et ensuite, vous avez donc toute la partie ingest data. Ok, donc interroger et transformer les données. Ok, on a plusieurs possibilités de le faire. Excusez-moi. Voilà. Donc, comme vous voyez à l'écran, on a les différents blocs. Donc, on a la partie, donc comment est-ce qu'on va lui donner copy to, les pipelines, les data gen 2, les closed database querying. Donc, on a plusieurs façons évidemment de les donner des données. Donc, ingest data, ce qu'on appelle les termes un peu à connaître en anglais. Donc, on va préparer les données. Il y a plusieurs façons de préparer les données. Il y a ce qu'on appelle le query. Donc, ça veut dire que vous avez un query. Soit vous faites graphique, visuel, soit le query. Donc, le premier, c'est l'interroger les données. On utilise l'éditeur de requête visuelle que je trouve top. Ça permet de créer des requêtes par glisser, déplacer sans code. Vous voyez, vous avez tout ici. Vous glissez, déplacer sans code. Et si vous êtes à l'aise avec TSQL, vous pouvez peut-être utiliser l'éditeur de requête SQL. Dans les deux cas, vous pouvez créer des tables, des vues, des procédures stockées, blablabla. Ou alors vous utilisez l'éditeur SQL. Donc l'éditeur SQL, ça offre une expérience IntelliSense, completion code, collaboration, syntaxique. Qui a déjà utilisé le Azure Data Studio ou le SQL Management Studio? Ça, vous le connaissez, j'imagine. Oh, non, mais c'est une question bête, mais euh, ouais, ouais. Voilà, exactement. Donc, si vous avez écrit des requêtes TSQL dans SQL Management Studio ou dans Azure Data Studio, vous ne serez pas du tout dépaysé, évidemment. Azure Data Studio, c'est vraiment pas mal, mais bon, j'en parle pas dans ce cours. Vous pouvez toujours aller voir. Donc, pour créer une requête, vous utilisez le bouton Nouvelle requête SQL dans le menu. Vous pouvez créer, exécuter vos requêtes TSQL. Donc, si je vous montre un exemple, je vous montre un exemple tout bête. Euh, je vous montrerai évidemment tout ça après enfin, vous le verrez au niveau des labs, hein, euh, au niveau des, au niveau du query. Vous allez faire des queries et du graphique. Euh, donc, si je vous montre un exemple de query, voilà. Voilà. Donc là, on crée une view. Donc là, on peut voir on va créer une view. Order summary à select, on choisit ce qu'on veut, on fait un from, join et un group by. Voilà, ça c'est classique, ce qu'on peut faire dans une. Après, les visuels c'est quand même top. L'éditeur de requête, vous avez ce qu'on appelle l'éditeur de requête qui se fait avec Power Query, hein. L'éditeur de requête, c'est ce que vous voyez là à l'écran. Vous voyez que on reconnaît bien Power Query ici. Vous voyez, ça offre une expérience similaire à l'affichage des diagrammes dans Power Query en ligne. Vous voyez, vous êtes là, ok, vous faites une nouvelle, et là on voit bien que c'est typiquement ça. Donc pour commencer, vous faites glisser une table de votre entrepôt de données vers le canevas. Vous pouvez ensuite utiliser le menu transformer pour ajouter des colonnes, des filtres. Bon, ça vous connaissez. Par rapport à BI, peut-être pas, mais enfin, pour l'un d'entre vous. Et après, utiliser plus pour le visuel pour effectuer les transformations. Donc voilà. Donc là, ici, on a voilà. Et après, évidemment, euh, on a la partie modèle de données, puisque c'est là que vous allez définir les relations entre les différentes tables, les règles d'agrégation, synthèse de données. Donc vous pouvez facilement basculer entre les données, requêtes et modèles à l'aide de Fabric. La vue donnée présente l'étape du modèle sémantique et la vue requête, ça utilise voilà, c'est utilisé pour créer le modèle sémantique et la vue modèle
euh, et la vue modèle, le modèle sémantique. Pour créer des relations, c'est simple. Vous le faites directement à travers l'interface, toujours la même interface fabrique, hein, ça qui est pratique, et vous faites du glisser, cliquer, glisser. Euh, je vous mets un lien sur, enfin les relations, je ne vous mets pas de lien, parce que de toute façon, ça, il faudrait former sous Power Query. Et surtout, vous pouvez créer des mesures. Alors, évidemment, je ne vais pas vous demander ce que c'est. Enfin quoique, je pense pas que tu saches ce que c'est que des mesures, Ervan, dans le contexte Power BI. Ok, Ahmed, tu peux dire ce que c'est que des mesures? Ouais, mesures, c'est les mesures. Mesures, voilà, voilà, voilà. C'est ce que je montre, c'est du DAX, du DAX, du DAX. Ou M ou DAX, mais c'est du DAX en général. Ça dépend de ce que vous utilisez comme. Donc c'est ça une mesure. Alors quel est l'avantage d'une mesure? Je vais vous expliquer. Quand on fait une formation de BI, on vous dit qu'une mesure, ça permet de calculer ce que vous voulez. Par exemple, là, on voit bien que on a un exemple où on va faire un calcul du sum fact sales order de la table sales amount, date. On va faire un calculé, somme, on va ajouter, enfin plein de choses. Euh, Quel est l'avantage de mesure? C'est que les mesures sont créées dans un langage qui s'appelle le DAX. Ok. Le DAX, c'est le langage que en général on maîtrise dans Power BI. Euh, je vous mets un lien, surtout pour Herman, sur le DAX, ok. Tu verras, c'est un langage, bon, c'est connu, hein, c'est pas un langage complètement fou, mais voilà, je te le mets dedans dans le lien si tu veux savoir ce que c'est que le DAX. Je t'en prie. Alors, pourquoi c'est important? C'est parce que euh, on va vous demander à un moment donné, vous avez des tables avec des commandes, etc. Et tout d'un coup, il y a Ahmed qui arrive qui me dit Fabrice, écoute, il me faudrait là, le profit par région, il me faudrait que tu m'additionnes des éléments et que tu me les montres sur le graphique, puisque j'ai une réunion bientôt avec des décideurs. Ben, on fait des mesures. Les mesures sont calculées, vous voyez, et ainsi, après, je peux prendre les mesures et les mettre dans mon report Power BI. Ce que vous faites aussi, c'est qu'il faut masquer également les. C'est important de masquer les champs aussi. Alors, la création de modèles sémantiques, c'est une phase importante. Pour simplifier les choses, vous pouvez masquer les éléments comme une table ou une colonne. Vous cliquez sur le bouton et vous faites masquer. L'avantage de masquer, c'est que ça supprime la table ou la colonne de la vue du modèle, mais elle est toujours disponible évidemment. Chaque fois que vous créez un entrepôt de données, il y a une table modèle sémantique auquel les analystes, les utilisateurs professionnels peuvent se connecter pour générer des rapports. Il y a une défaut sémantique, il crée automatiquement. Mais évidemment, vous faites du shaping, c'est-à-dire vous devez évidemment utiliser, changer, mettre des noms qui soient parlants au niveau des colonnes, parce que tout ça, ça va apparaître ensuite dans Power BI. Il y a un modèle sémantique par défaut qui est créé pour vous. Il hérite de la logique métier du lakehouse et l'entrepôt, ça lance une expérience analytique. Ce modèle, il est optimisé et synchronisé pour vous. Ça veut dire que les nouvelles tables du lakehouse sont automatiquement ajoutées au modèle sémantique. L'utilisateur peut ensuite sélectionner manuellement les tables, inclure les modèles, les objets qui se trouvent dans le modèle sont créés en tant que disposition dans la vue du modèle. On peut visualiser les colonnes et à la fin, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ça y est, on est dans Power BI. C'est-à-dire que le but à la fin, c'est de visualiser les résultats grâce à un report. N'oubliez pas que dans Power BI Desktop, on parle d'un report. Et quand on veut le partager, on dit que c'est un dashboard dans un workspace. Voilà, et là, on a le rapport. Ok, tout simplement, le rapport. Vas-y. Bon, alors, la sécurité, c'est très important. En fait, compte, le but, c'est que quand vous sécurisez un entrepôt de données,
Vous voulez protéger vos données contre tout accès non autorisé. On n'a jamais vu ça dans ce cours, évidemment, mais ça, c'est une partie importante. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de fonctionnalités pour vous aider à sécuriser. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez déjà le airbag. Qui peut contrôler l'accès c'est pour contrôler l'accès à l'entrepôt et à ses données. Vous avez le chiffrement SSL pour sécuriser la communication. Donc ça, c'est fait par défaut. Vous avez le encryption. Vous pouvez vous protéger les données, ce qu'on appelle en transit at rest. At rest, c'est quand elles sont sur l'entrepôt. Vous avez le Azure Monitor et Azure Log Analytics. C'est le monitoring d'Azure qui permet de monitorer toute l'activité qu'il y a eu et d'éditer ce que les utilisateurs font. Et vous avez le MFA, bon ça me paraît tellement logique. Et l'intégration de Microsoft ID pour gérer les identités et l'accès à l'entrepôt. Alors, les permissions sur les items. Par rapport au Workspace Role, en fait compte, ça on peut utiliser l'utilisation d'éléments pour accorder l'accès à des warehouses, individual warehouse. Okay, donc ça veut dire que ça permet de partager un entrepôt de données pour la communication en aval, et vous pouvez grunter des permissions via SQL, TSQL, pour accorder les autorisations suivantes aux utilisateurs qui doivent accéder à votre data warehouse. Read, allow user to connect using the SQL connection string. Read data permet à l'utilisateur de lire les données de n'importe quelle table ou vue de l'entrepôt, et read all permet à l'utilisateur de lire les données de fichiers parquet brut dans OneLake qui peuvent être consommés par Parc. Une collection utilisateur au point de terminaison SQL d'analytique échoue si elle ne dispose pas d'un minimum d'autorisation. Donc tout ça, je voulais juste vous le dire. Bon, c'est pas le truc plus important, mais donc là, je vous propose, on va faire le lab. Tac. Donc ce lab-là devrait être facile. Alors, ce qui est intéressant pour